C'est à propos d'une personne que j'ai appris à respecter, voire à aimer, et dans son travail artistique, et dans sa présence, sa façon de faire avec les étudiants, une douceur, une réserve, mais splank, une précision. En particulier dans cette école qui est loin dans la banlieue, où se mêlent plein de langues, de trajets, de parcours, et comme on est hyper attentif à ce que ce ne soit pas simplement la reproduction sociale de ce qui peut être associé à l'art, il emmène ses étudiants au Louvre, ils se mettent devant une œuvre et ils restent 2 heures. Ce que je ne saurais pas faire. Mais c'est quelqu'un qui parle peu. Moi, je suis le contraire. On y va avec le poids et la parole, c'est ce qui vous emporte depuis le dos. Et quand je parle, j'ai toujours l'impression que la parole avance et que moi, je recule. Et puis hier, j'ai appris d'un étudiant justement une chose grave et confidentielle. L'étudiant m'a dit « Tu le répéteras pas hein. ». Cette personne, enfant, vivait avec ses parents en Algérie. Et dans un épisode de la guerre, le petit enfant a été mis en joue et pendant plusieurs années a perdu totalement la parole. Il lui a fallu reconstruire cette parole qui aujourd'hui est si rare, précise, rapide, mais tellement opposée à ma façon de faire que je ne comprenais pas. Et juste la semaine d'avant, encore une étudiante qui, elle, travaillait sur des récits collectés auprès de sa grand-mère, touchant précisément à la guerre d'Algérie, à l'arrivée en France. On travaillait sur comment articuler les images, la maison de cette vieille dame avec cette voix enregistrée ou le texte de sa grand-mère qu'elle-même avait lu ou lisait comme une voix off et d'autres images. Son frère qui est lui-même militaire se déshabillant pour prendre son uniforme de combattant alors qu'on est à 2 générations de ce premier, de l'événement source. Et il y avait eu un moment de grande tension de respect. Ah, guerre d'Algérie, il avait dit. Ce serait ça l'idée le paradoxe d'un journal intime qu'on tient avec caméra sur le web. Qu'est-ce que je trahis ? Ça m'a travaillé toute la nuit, ce truc, parce que c'est quelqu'un qui compte pour moi et avec qui je travaille en confiance. Et c'est pas la question de l'art ou de la technique, c'est quelqu'un qui est d'une infinie ressource sur les questions précises de sa discipline. C'est plus cette question humaine de cheminer temporairement avec des étudiants qui nous confient ce rouage de la transition. Nous, à la fois, on doit apprendre en permanence la liberté qu'ils fassent eux-mêmes leur chemin et ce non-faire qui est, y compris en écriture, qui est de ne pas trouver la solution à leur place, qu'ils aillent eux-mêmes dans la solution. Et toute la nuit, je me suis dit, tiens, peut-être justement, ce serait l'ouverture. Je vais tourner ici, dans ce journal, les choses dont je n'ai pas le droit de parler, les choses que je n'ai pas le droit de retransmettre sur cette interface publique, même si on est juste une toute petite communauté et que si vous venez écouter un zozo qui raconte tout seul ses histoires face caméra, a priori, il faut de la bonne volonté. Et puis là, donc je me suis dit, je vais enregistrer aussi ces choses que je n'ai pas le droit de dire. Et peut-être je pourrais quand même les mettre en ligne, mais seulement pour les gens qui participent à la cagnotte du site, par exemple, avec Tipeee. Puis là, je suis en train de parler, je me dis comment je vais résister à le mettre en ligne. Qu'est-ce que je trahis, qu'est-ce que je trompe ? Ou au contraire, qu'est-ce que j'honore en disant par procuration à l'ami, parce qu'avec le web, c'est des espèces de tambours de brousse, pas question d'imaginer qu'il ne tombe pas sur la vidéo, dire cette chose que j'ai reçue indirectement, je l'ai reçue de façon précieuse, grave, mais surtout qui me concerne, non pas comme ta vie à toi, et je ne dis pas le prénom, mais qui me concerne dans l'intimité de mon rapport même à la parole. Hier soir, il y avait ça de terrorisant, après une soirée de jury, on en rigolait avec un autre collègue, comment, au bout de 10 heures de jury, on parle plus fort. Et, parce qu'à cause d'un étudiant, en traversant le hall de la fac, il parle comme des profs, il parle comme un prof, il parle trop fort.
Et tout d'un coup, il y a la foudre qui tombe en vous sur cette économie de la parole. Carnet 1, carnet de choses plus rigolotes. Je me suis offert, c'est pas pour mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. 65 balais, ça fait drôle quand même dans la tête. Mais j'ai renouvelé mon appareil photo. C'est pas des gros investissements parce que j'avais un gros zoom Sigma. Je l'ai vendu à un étudiant de l'école. Ça quitte pas le petit truc. Je me suis acheté une petite focale fixe, 24 mm. Ça change vachement le rapport parce que, évidemment, vous savez, avec ce réglage, il faut aller chercher soi-même le lieu du cadre de l'image. Et c'est un champ large. Je l'ai complété d'un truc à champ étroit, un objectif fixe aussi de 85. C'est des bijoux. Ce ne sont pas des bijoux si chers. Et puis, ce paradoxe aussi, je ne saurais pas dépenser des choses comme ça sur mes ressources personnelles. Il y a quand même une attention aux choses, aux responsabilités collectives, familiales. C'est uniquement la cagnotte de vous qui suivez et participez aux ateliers d'écriture sur le site. C'est-à-dire, c'est cette petite somme de cagnotte participée à l'atelier d'écriture et ce laboratoire qu'on fait ensemble. Qu'est-ce qu'il forge du mot communauté et qu'est-ce que je renvoie à la communauté en disant bon ben là je pars à Los Angeles, là c'est le familial et pas le site, mais qu'est-ce que je vais aller chercher de l'image avec ce petit truc qui me permet d'aller prendre une toute petite fraction. Hier soir j'ai filmé des bouts de Sergi la nuit, d'aller prendre des tout petites choses loin, de les attraper, de les décoller comme un petit timbre et de s'en resservir ici comme vocabulaire d'image. Ben, quelque part, ça renvoie aussi à l'expérience de la parole. Carnet, ça va être point 3. C'est bien de se faire des sommaires. Fin de journée, hier soir, justement, je me promenais dans la ville, dans ce truc, je suis allé dans un bistrot où j'alterne les lieux où je mange. Celui-ci était à peu près vide, comme souvent dans ces grandes banlieues, quand on va dîner à 21h et qu'on ne veut pas mettre trop cher. J'ai vu juste deux filles un petit peu plus loin, mais il n'y avait rien qui nous séparait, 3 mètres. Elles étaient apparemment, elles travaillaient à l'ESSEC, à l'école de commerce. Pas grand-chose qui nous rapproche. Puis bon, moi j'avais mon iPhone, je lisais le Monde, des articles, puis bon, il y avait Gaza, tout ça. Bon, ça renvoie des choses de l'école. L'année prochaine, on accueille des étudiants israéliens. Il se peut aussi qu'avec nos étudiants, et donc pas des étudiants forcément hexagonaux, on aille à Tel Aviv. J'avais un texte à rédiger pour ça, et c'était le jour de Gaza. C'est pas simple, tous ces trucs, mais on danse sur une folie. Et une des filles racontait à l'autre, elle s'est mise à parler, elle parlait de boulot, et elle dit, c'est comme les caissières d'autoroute. J'avais pas entendu cette expression, mais depuis combien de temps? Il y a combien d'années que quand on passe dans les péages, on sort la carte bleue, on met la carte bleue dans le petit truc, et il n'y a plus jamais de péage manuel. Si la carte bleue s'enraye, si on fait une connerie, si le ticket sort pas, on appuie sur un bouton appel, et alors quelqu'un va venir de la cabine, va vous dépanner, va vous ouvrir, mais il n'y a plus personne derrière. J'avais fait un petit bouquin autrefois qui s'appelle Autoroute au seuil. Il faudrait que j'en reparle un de ces 4. Et là, des conversations de péagiers, j'avais fait une documentation, j'avais trouvé plein de trucs sur des péagiers racontant ce regard en surplomb qu'ils ont sur ces petites boîtes d'intimité que sont les voitures. Mais les filles de l'ESSEC, elles parlaient de ça, c'est-à-dire c'est comme les caissières d'autoroute, ça voulait dire ce rouage social où des gens ont un boulot qui représente énormément pour eux. C'est-à-dire, on est là, en plus c'est des zones rurales souvent qui traversent les autoroutes, donc c'est des travaux des emplois de proximité. On passe ces grillages que franchissent aussi les autostoppeurs pour atteindre les aires ou les lieux en tout cas de service. On est là dans cette petite boîte avec des gens qui évidemment ne s'arrêtent que le temps de la transaction et évidemment ne repasseront plus jamais dans votre regard, et on maintient quand même ce petit rouage même si c'est bonjour, merci, de ce qui est encore communauté de parole qui nous soude. Et à un moment donné, il n'y a plus que des distributeurs de cartes bleues. Et la fille de l'ESSEC, c'est mais à quoi bon enfermer des gens dans une boîte en métal et plastique, vitre plastique, sur un péage d'autoroute, 8 heures par jour pour toute sa vie?
Je laisse ça ouvert. Mais c'est encore des questions de parole. Vous êtes toujours là, deux petits trucs. Dans ces jurys de concours qu'on fait en ce moment, le rituel, c'est un truc qui est normalisé par l'État, c'est pas du caprice. Ça commence par une petite épreuve écrite pendant une demi-heure. C'est nous les profs qui fournissons les sujets, et il y a 4 jours de jury, une épreuve le matin, une épreuve pour l'après-midi, donc il faut 8 sujets. Alors quelquefois il y a des sujets qui engendrent des choses fabuleuses, c'est-à-dire la petite copie, c'est 2 pages. Évidemment dans chaque jury, même si le jury est très bref, on lit, c'est un indicateur formidable. Comment ça résonne, qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qui est amené dans le texte d'éléments extérieurs. Évidemment, le rapport à la syntaxe, même si ce n'est pas des questions de jugement, bien sûr, au contraire. En école d'art, on travaille beaucoup, souvent, avec des grands dyslexiques. C'est passionnant, mais pas plus que ça. C'est pas quelque chose de jugeant. Ça fait partie de ce qui amorce le dialogue avec le CV. Qu'est-ce que tu as fait? Quel bac tu as eu? Est-ce que tu as le bac tout simplement? D'où tu viens? Où tu habites? Etc. Et puis après, tout de suite, c'est l'immersion boulot. Comment tu travailles? Et ce sujet d'hier, c'est pas moi qui l'avais donné. C'était un extrait de la lettre du voyant de Rimbaud. La lettre à Isambard, vous savez, s'implanter des verrues sur le visage. Viendront d'autres horribles travailleurs. Et tout à la fin de cette lettre, qu'on connaît nous tous à peu près par cœur, encore que, il y a une petite phrase discrète, et c'est cette discrétion qui en fait pour nous auteurs une sorte d'emblème. Ça ne veut pas rien dire. Mais après ce qu'on vient de prendre de matériaux lourds dans cette lettre à Isambard, s'implanter des verrues sur le visage. Cette phrase, elle est tellement comme une espèce de coda, de chose qui s'en va, qu'elle est évidemment lourde par le contraire. C'est-à-dire tout ce que je vous dis de provocation, d'acharnement, dans ce viendront d'autres horribles travailleurs, qu'est-ce qu'il suppose même d'éviction de soi-même, ça ne veut pas rien dire. Et j'avais jamais fait attention ce matin en réouvrant la lettre du voyant, que juste avant, ça c'est par contre je l'avais zappé, mon triste cœur bave à la poupe. Alors évidemment quand je relis la lettre du voyant, mon triste cœur bave à la poupe, je m'en souviens comme d'une phrase lue autant de fois que j'ai pu relire, hein, comme tous les nous, cette lettre du voyant. Mon triste cœur bave à la poupe, ça ne veut pas rien dire. Qu'est-ce qu'il y a comme disjonction du texte de prise, là encore, de paroles poétiques? Mon triste cœur bave à la poupe. Et puis, le retour à la voix narrative, ça ne veut pas rien dire, qu'évidemment, dans cette disjonction qui est aussi dans la poésie. Salve, retour. Salve, retour. Ce permanent retour de soi qui vous fait réémerger vous-même, presque nu, fragile, en avant de cette strate de parole, là encore, qui vous a poussé dans le dos contre l'horrible. Et vous voyez comme on est loin du jeu est un autre, qui peut devenir une vraie scie dans ce contexte. Mais pour les gamins, nos candidats, hier, c'était ingrat, les petites... on aurait eu une séance de travail, mais on ne peut pas l'avoir dans les conditions où on bosse tous ici. Peut-être j'aurais dit, et si on gardait comme énoncé de la petite disserte, non pas « ça ne veut pas rien dire Rimbaud », mais « mon triste cœur bave à la poupe, point, ça ne veut pas rien dire, point, Rimbaud, lettre à Georges Isambard ». Qu'est-ce qui se serait passé dans ces 3 trucs ? C'est-à-dire, dans le petit échantillon des candidats qu'on avait hier, 2 fois le sonnet des voyelles est revenu, mais personne d'autre n'a cité ni l'expression « saison en enfer », ni le mot « illumination », ni même notre poème. Bon, on leur demande pas, on n'est pas là pour ça. C'est mon taf à l'école. Quand ils seront en première, deuxième année, forcément, tous les ans, en cours littérature, c'est un drôle de truc aussi. C'est-à-dire, comment
On résigne son propre espace de recherche, on ne le résigne pas, il revient toujours. Mais pour tout refaire, que chaque année, il y a un moment, on rencontre Balzac, il y a un moment, on rencontre Baudelaire, il y a un moment, on rencontre Rimbaud, il y a un moment, on rencontre Proust. Et tous les ans, recommencer. C'est des choses aussi que je n'avais pas prévues en étant entré dans cette école, et puis dans un an, c'est la limite d'âge, je m'en vais. Comme ça, je vais finir ce carnet encore sur une histoire. En ce moment, j'ai repris, non pas l'habitude, quel mot triste, mais peut-être même la contrainte. Dire, j'ai pas seulement mon petit écran pour lire, et l'écran infini, que c'est la lettre à Georges Isambard, je l'appelle, elle vient, si je veux me filmer en train d'enregistrer, c'est pas mal ça, ces outils. Mais qu'est-ce que change de l'astreinte de reprendre un livre? Évidemment, Sens unique de Walter Benjamin n'est pas sur le web, peut-être, mais je m'en fous. Dans cette édition, il y a Enfance berlinoise, les textes sont regroupés légitimement, puisqu'il y a des textes de Sens unique qu'on retrouve sous autre forme dans Enfance berlinoise, et puis à la fin, dans cette édition, il y a ces trucs paysages urbains, les textes sur Moscou, sur Marseille. Et Sens unique, c'est bref à l'intérieur. Pourtant, pour moi, c'est un livre qui est tout entier. Ça, c'est Sens unique. Je ne sais pas combien, il y a peut-être 40 chapitres, incises. On finit par les connaître tous par cœur. Quelquefois, ils font 3 lignes, 4 lignes, quelquefois 2 pages, 3 pages. Il y en a qui sont plus longs. Armes et munitions, numéro 13. Défense d'afficher, avec tous ces fragments sur l'art de construire et de terminer un livre. Et ce qui est très étrange dans Sens unique, c'est que c'est un de ces livres énigmes. Je peux toujours le relire, ça fait 30 ans que je le lis dans l'édition précédente, puis dans celle-ci. Je connais les textes quand je les retrouve, mais ils sont tellement complexes, ils sont extrêmement simples, mais dans leur dépouillement et leur simplicité, ce qui fait leur grandeur, c'est que c'est par la résonance qu'on les attrape. Et cette résonance, elle est quasi infinie. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a relecture, fermé pour cause de transformation, restaurant libre-service, colis, expédition et emballage, boutique de timbres, à chaque fois, c'est votre article de mercerie. Ici par là, Italiano, conseil fiscal, Madame Ariane, deuxième cours à gauche, sonnette de nuit pour le médecin, vestiaire de masque, Paris mutuel. C'est-à-dire que chaque fois que je vois le titre, en gros, planétarium, l'accès est interdit aux mendiants et aux colporteurs. Je sais ce dont il est question, mais la lecture va me remporter dans un petit fragment de cette énigme qui fait qu'en général, je lis un fragment, je reste longtemps dessus dans ma tête, et puis j'en ai. Donc aujourd'hui, j'ai emporté, pour ces 3 jours de jury, là, dans mon sac, je le sors de temps en temps, ou ne serait-ce que dans le train, ou là, en me réveillant. Sens unique de Walter Benjamin. Je suis tombé sur un de ces fragments que je connaissais donc par cœur, mais que le chemin que vous faites, vous, et notamment avec ces trucs numériques, change votre rapport. Enfant lisant, on reçoit un livre de la bibliothèque scolaire, distribution d'office dans les petites classes, tout ce qui revient de souvenirs personnels. De temps en temps seulement, on ose exprimer un vœu. On voit souvent avec envie des livres désirés aller dans d'autres mains. Finalement, on recevait le sien. On était totalement livré pendant une semaine à la vie du texte qui vous enveloppait de façon douce, secrète, dense et incessante comme des flocons de neige. On y entrait avec une confiance infinie, silence du livre, silence qui séduisait sans fin. Le contenu du livre n'était pas bien important, car ces lectures appartiennent à une époque où l'on inventait encore soi-même des histoires au lit. Et je ne suis même pas allé plus loin dans la deuxième moitié de ce petit texte. Le livre comme objet rare, il vous arrive, c'est pas là où vous aviez projeté votre désir, et ce qui compte, c'est le rapport où l'arrivée même du livre provoque l'immersion, l'isolement, l'ouverture du temps. Le contenu n'est pas si important. Et ce que Benjamin ajoute, c'est dans cette logique, qu'on peut dire logique de l'attention. C'est-à-dire, je produis un YouTube, est-ce que vous pouvez rêver? Est-ce que notre travail, même lorsqu'on
cherche à transmettre la littérature, c'est pas de rehausser cette attention qui fait qu'on va guider, emmener jusqu'au point où Proust ou Baudelaire vous basculent, Rimbaud encore plus, mais cette logique-là, elle est d'une chose intentionnelle, poussée dans le temps de la lecture, construit presque sans échappatoire. Et ce que lui met en avant ici, c'est le contenu n'est pas important. Là encore, on retrouve une discussion avec Kenneth Goldsmith qui est à Paris dans 2 semaines, qui dit le contexte est le nouveau contenu. Bien, déjà, dans le temps de Walter Benjamin, le contexte était contenu parce que ce rapport à l'immersion, à la solitude dans le livre, fait que ce qui est loin devient l'univers de la construction et de la projection mentale. Silence du livre, silence qui séduisait sans fin. Le contenu du livre n'était pas bien important, car ces lectures appartiennent à une époque où l'on inventait encore soi-même des histoires au lit. Comprendre ça, c'est-à-dire au temps même de Walter Benjamin, entre 1930 et 1935, avant l'époque parisienne. Il parle au passé, le temps où cette solitude du lire était le temps de l'imagination, de la construction mentale solitaire dans ce qui n'est pas représentable et dans ce qui ne vient pas à vous, ni comme sens, ni comme image, mais suppose cette désaffection du temps où c'est l'histoire qu'on reconstruit intérieurement qui vous emmène dans ce lointain. Est-ce qu'avec nos outils de la navigation web, est-ce qu'avec ces outils de l'attention dans ces contextes ultra chargés, on est encore capable de réouvrir ce que lui dit, cette époque où l'on inventait encore soi-même des histoires au lit, dans la nuit, dans l'immobilité du corps, dans le temps ouvert de l'avant-sommeil, carnet pour aujourd'hui.